Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour débriefer un très beau week-end de foot européen. Liverpool au finish contre Tottenham, comme Lyon à Rennes, Lille renversant, un titre pour Strasbourg, Séville-Valence. On parle de tout ça et bien plus encore dans l'œil du Houdou. Et on commence avec ce choc au sommet de la Première Ligue, une bataille ardemment disputée entre Liverpool et Tottenham. Mais malgré la belle seconde période des Spurs, c'est bien les locaux qui arrachent un succès à la valeur inestimable, car samedi, Manchester City s'est en effet imposé à Fulham grâce à 2 buts en première période. Pour Tottenham en revanche, l'opération est mauvaise. United, vainqueur de Watford 2-1, comme Chelsea, heureux face à Cardiff 2-1 également, ne lâche pas prise, alors que ce soir, Arsenal reçoit Newcastle et visera une place sur le podium devant des Spurs en chute libre, qui payent une série désastreuse de 5 matchs sans victoire en Première Ligue, dont 4 défaites. Bon, bien sûr, pas mal de choses à dire sur Liverpool-Tottenham, mais d'abord un petit mot pour le duo Robertson-Alexander-Arnold. Et alors, je dirais pas nécessairement qu'ils sont les meilleurs latéraux du monde, mais je pense que Liverpool en revanche est pas loin d'avoir la meilleure paire. Hier, ils sont impliqués sur tous les buts, et niveau stats cette saison en Première Ligue, ils comptent 14 passes décisives à eux deux, 8 pour Robertson et 6 pour Trent, ce qui en fait au passage les deux premiers latéraux de ce classement. Et défensivement c'est solide aussi, Robertson a sorti quelques tacles ultra décisifs, dont un à un partout, alors que le trio de devant a un peu de mal à rééditer les exploits de la saison dernière. Si Liverpool, au bout du bout, est finalement sacré champion, il le devra en bonne partie à ce tandem, et bien sûr aussi à Virgil van Dijk. Alors j'ai vu un peu de controverse sur Twitter au sujet de son duel, remporté à 1 contre 2, je vous laisse juger, mais de mon point de vue, je trouvais que c'était une attitude assez pertinente. Entre un Son sur son pied droit et un Sissoko sur son pied gauche, le choix est vite vu. Peut-être que sa distance d'intervention pourrait être un poil meilleure, parce qu'au final, il contre pas le tir, mais au vu du contexte, j'ai trouvé ça globalement assez bien joué. D'ailleurs, Alexander-Arnold dans l'interview est longuement revenu sur ce moment, et c'est logique, c'est le tournant du match, et peut-être de la saison pour Liverpool. Niveau calendrier maintenant, on s'attend à ce que City reprenne les devants avec la réception de Cardiff mercredi, alors que Liverpool va enchaîner 2 matchs compliqués à Southampton et contre Chelsea, mais ensuite c'est un peu plus dégagé, alors que City recevra Tottenham et ira à Old Trafford, ça nous promet en tout cas quelques semaines passionnantes. Et puis un dernier mot pour les Spurs, qui ont pas démérité hier, mais qui au final subissent un nouveau revers, et alors que leur série assez désastreuse se poursuit, on peut se demander s'ils risquent pas de faire une Spurs. Vous savez qu'on est sur un club qui a un historique assez conséquent en la matière, qui gâche souvent pas mal de choses dans le sprint final, on verra bien, mais en tout cas ils ont l'occasion de se rattraper dès mercredi avec le premier match de leur histoire dans leur nouveau stade contre Crystal Palace, c'est une belle occasion de rebondir. De l'autre côté de la Manche, l'OL s'est imposé en toute fin de rencontre à Rennes 1-0, un succès amplifié par le faux pas de Marseille qui recevait samedi Angers de partout, courte victoire de Caen à Monaco 1-0 et de Nice à Dijon sur le même score, Amiens et Bordeaux se quittent sur un triste 0-0, tandis qu'un PSG remanié l'emporte à Toulouse 0-1. Mais le match fou du week-end, c'est sans doute le succès des Lillois à la Beaujoire. Menés 2-0 à l'heure de jeu, les Dogs renversent la vapeur en 7 minutes et l'emportent 3-2. Au classement, ils conservent 4 belles longueurs d'avance sur des Lyonnais déçus, mais réalisant eux aussi une belle opération, car le nul des Marseillais n'est pas loin de leur garantir un podium qu'ils occupent très confortablement. Ce soir, Saint-Etienne pourrait même dépasser l'OM en cas de succès contre Nîmes, comme Reims qui se déplace à Strasbourg mercredi. Et puis au-delà du championnat, se jouait également samedi la finale de la Coupe de la Ligue, qui n'a pas brillé par son intensité et dont le spectacle fut limité, mais qui a sacré au bout du suspense Strasbourg. En l'emportant au tir au but, le Racing soulève le trophée doré pour la 3e fois de son histoire et verra les tours préliminaires d'Europa League fin juillet. Alors pas mal de choses à dire sur tout ça. Pour parler déjà brièvement de la Coupe de la Ligue, personnellement et honnêtement j'ai pas vu le match, mais apparemment c'était pas la rencontre du siècle, ce qui me semble assez logique. Pourtant je dirais pas que c'est 2 équipes qui jouent si mal que ça. Bon, évidemment c'est pas ce qui se fait de mieux en France, mais Guingamp par exemple a le droit de trouver sa 19e place sévère, si on regarde les expected points, ils sont 14e, et Strasbourg peine un peu en ce moment, mais en début de saison ils ont montré des choses très intéressantes, et ils ont quand même la 5e attaque de Ligue 1, donc voilà, sur le papier c'est pas dégueu, après je dirais pour autant que le 0-0 reste assez compréhensible, parce que t'as 2 groupes qui ont un déficit d'expérience totale de ce genre de rencontre. Alors mes recherches n'ont pas été ultra exhaustives, et bien sûr je compte sur votre vigilance pour me corriger, le cas échéant, mais sur les 22 titulaires, il me semble que seuls Kerbrat et Sorbon avaient déjà joué une finale dans leur carrière en pro. Ça peut présager une partie assez tendue, avec un palier mental pas évident à franchir, beaucoup de nervosité.
Voilà, c'est pas le seul facteur explicatif, mais j'imagine que ça a au moins en partie joué. Au final, c'est donc Strasbourg qui l'emporte au tir au but, et bon, personnellement, comme vous le savez, j'ai une estime assez limitée pour les coupes nationales, mais je pense quand même qu'elles peuvent avoir une vraie saveur si le parcours derrière est solide. Et en l'occurrence, Strasbourg a quand même sorti Lille, Marseille au Vélodrome et Lyon au Parc OL, c'est pas rien, et il faut pas bouder son plaisir. Et puis pour parler un peu Ligue 1, enfin, Lille aurait pu montrer un peu plus de maîtrise, mais je pense que c'est une victoire qui est révélatrice de ressources mentales significatives. Et malgré leur calendrier un peu plus compliqué, je les vois terminer deuxième. Lyon a réalisé un bon match à Rennes, Terrier notamment fait une fin de saison très intéressante et il pourrait avoir un vrai rôle à jouer l'année prochaine, surtout qu'il me semble être un attaquant assez polyvalent, surtout si le départ de Memphis se précise. Voilà, en tout cas je pense qu'on tient là notre podium. Pour l'OM en revanche, malgré un sursaut notable sur les dernières semaines, il manque encore beaucoup de choses pour être du calibre Champions League. Et s'il y aura sûrement des coups à faire cet été, pour reconstruire il faut d'abord vendre. Et on sait que c'est pas évident de valoriser tes joueurs quand tes performances sont limitées. Et là je pense par exemple à Thauvin, dont la cote depuis la saison dernière a à mon avis un peu baissé et qui risque de vouloir partir cet été. Financièrement ce sera pas simple non plus de conserver Balotelli sans les dotations de la C1. Voilà, on va dire que c'est un casse-tête qui s'annonce, et je suis pas sûr que la direction actuelle soit en mesure de le résoudre. En Espagne maintenant, le Barça s'est adjugé le derby catalan contre l'Espagnol, 2-0, et Messi s'est fendu d'un doublé. L'Atlético n'a pas fait détail à Alaves, 0-4, et un Real Romagné l'a finalement emporté contre Huesca, 3-2 grâce à un but tardif de Benzema. Mais dans la course à l'Europe, le match phare du week-end était sans doute ce choc entre Séville et Valence, remporté par les visiteurs, grâce à un penalty de Parejo. Malgré un revers contre les Ganes, Retafe conserve donc sa 4ème place et entretient le rêve d'un billet pour la Champions League, mais le calendrier n'est pas favorable aux Azulones, qui recevront fin avril Séville et le Real Madrid, avant un déplacement au Camp Nou en mai. Alors comme le montrent ces stats obtenus via l'application mobile OneFootball, Séville, 60% de possession et 17 tirs contre 4 pour Valence, a globalement dominé une partie qu'ils n'ont pas réussi à s'adjuger. Et alors que les Valencians dépassent leurs adversaires du jour au classement, la course au top 4 reste très serrée. Et puis pour parler brièvement de Séville, Machin a été viré après l'élimination contre le Slavia Prague en Europa League il y a quelques semaines, et remplacé donc par l'ex-directeur sportif. Pour avoir vu la première période, je peux pas dire que je sois très convaincu par son système, ce qui est en gros un bon 4-4-2 plat avec au centre du terrain une paire Gonalon-Amadou. Le premier a été absolument catastrophique hier, trop lent dans l'exécution et un vrai danger pour son équipe quand il est mis sous pression. Il a perdu 2 ballons très très chauds, dont un qui aurait dû faire but derrière si Valence avait mieux négocié son 3 contre 1. C'est une fin de saison qui pourrait virer au cauchemar pour Séville, mais heureusement pour eux ils ont l'opportunité de se refaire dès jeudi contre Alaves qui est un concurrent direct, et ils jouent aussi Retafe dans quelques semaines, avant sûrement de grandes manœuvres cet été à surveiller. Très gros week-end également du côté de l'Italie, où Naples a secoué la Roma 4-1, alors que Milan a chuté à Gênes contre la Samp 1-0, un revers qui tombe mal, puisque Bergame a vaincu Parme 3-1, et que la Lazio est allé battre l'Inter dimanche soir. Au classement, les Rossoneri s'accrochent au top 4, mais sont à la portée de leurs poursuivants. Le week-end prochain, ils se déplaceront à Turin pour affronter la Juve, avant de recevoir la Lazio, et si les hommes de Gattuso n'élèvent pas un niveau de jeu foncièrement inquiétant, ils risquent une désillusion sévère. En Allemagne maintenant, le Bayern n'a pu venir à bout de Fribourg, un partout, et lâche la tête de Bundesliga à Dortmund, qui a dû attendre le temps additionnel, et un doublé de Paco Alcacer pour vaincre Wolfsburg 2-0. À 7 rencontres du terme de la saison, les hommes de Favre comptent 2 longueurs d'avance sur leurs rivaux, et l'histoire pourrait être très belle. Samedi prochain, 18h30, rendez-vous à l'Allianz Arena pour un sommet dantesque. Enfin, quelques nouvelles au-delà du 5 majeur. Grâce à un but in extremis signé James Forrest, le Celtic s'offre l'Old Firm et n'est plus très loin du titre. L'Ajax, pourtant réduit à 10, est venu à bout du PSV, 3-1, et au classement l'écart se resserre. Grâce à un but tardif d'Aris Seferovic, Benfica conserve la tête de la Liga Noche et qualifié pour les quarts de finale d'Europa League, peut vivre une fin de saison épique. En Belgique enfin, les playoffs sont lancés. Et le Standard, vainqueur d'Antwerp, Genk, tombeur d'Anderlecht, et Bruges, en corrigeant la Gantoise, s'offrent un départ idéal. La course au titre sera intense. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil du loup, et j'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Vous avez été super engagés sur ma vidéo de samedi, le 11 de rêve de l'équipe de France en quiz, donc merci beaucoup. De notre côté, on se retrouve
très vite, dès ce week-end je pense, pour ma preview Ligue des Champions, avant les matchs intenses de la semaine prochaine. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, une excellente semaine, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt. Bisous.